Merci Brahima. Bonsoir à tous. Alors peut-être en préambule vous dire que je viens de Naples, je me suis levée à 4 heures du matin avec un bébé qui m'a réveillée à 1h50. Donc si parfois je me perds, c'est normal. Et je m'en excuse par avance. Peut-être deuxième précision importante, comme l'a évoqué Ibrahima, je suis entrepreneur, donc mon métier c'est de créer des entreprises, de créer des opportunités et aussi de créer du travail. Et c'est à ce titre que je vais m'exprimer devant vous. Donc c'est le témoignage d'une observatrice du monde du travail en train de se faire ou plutôt en train de se défaire. Je ne suis pas sociologue, je suis pénaliste de formation, mais j'ai dans mes équipes des sociologues, des designers, des psychologues du travail, des anthropologues. Voilà, j'ai eu un peu toutes les formations. Donc c'est une approche très pluridisciplinaire, mais surtout très pragmatique que je vais vous proposer parce que finalement, je me suis attachée à essayer de synthétiser 15 ans d'observation du monde du travail avec un certain nombre d'éléments clés, des chiffres, mais surtout des convictions. Donc vous avez évidemment parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est tout à fait OK. Et l'enjeu, je crois, c'est précisément d'avoir de la matière ensuite pour débattre de ce que je vous aurais modestement présenté. Alors, s'il fallait donner un grand thème à cette prise de parole, ce serait probablement le sujet du désengagement aujourd'hui à l'intérieur des organisations, peut-être partir de la définition de l'engagement que donnent les forces spéciales de la Marine nationale. Ibrahima l'a souligné. J'ai la chance d'avoir cette casquette militaire et d'intervenir beaucoup au service des armées. Et chez les forces spéciales, on dit que l'engagement, c'est ceci, c'est donner du sens à ces valeurs au risque de perdre quelque chose. Et je trouve que c'est une belle définition de l'engagement aussi au travail. Alors, eux ont la mort comme hypothèse de travail. Mais en effet, aujourd'hui, et particulièrement dans un rapport français au travail, on pourra y revenir, où on est beaucoup plus dans l'émotionnel et dans un rapport identitaire que dans un rapport transactionnel, on donne ou pas du sens à ses valeurs, au risque de perdre quelque chose. On peut perdre son temps, on peut perdre un peu de sa liberté. En tout cas, on se met en gage dans le travail. Et c'est bien l'engagement qui aujourd'hui est le carburant des organisations, et c'est un carburant qui est stratégique. Je vais beaucoup vous parler des dirigeants, parce que c'est plutôt mon poste d'observation en ce moment. Et aujourd'hui, le sujet de l'engagement, il est vital, il est stratégique pour les entreprises, parce que sans engagement, c'est-à-dire sans capacité d'un collectif à faire la différence, à dépasser les frontières de la fiche de poste, à créer les creusets de l'innovation, à accompagner des transformations véritables et dans la durée, donc pas sur 6 mois, mais pour 5 ans. Sans ça, en réalité, il n'y a pas de résilience des organisations. Et vous l'aurez probablement noté, on est quand même dans un contexte où depuis quelques années maintenant, l'art de diriger, de transformer une entreprise est devenu un art de haute voltige. C'est extrêmement complexe. Moi, je me souviens quand j'étais bébé entrepreneur, je suis rentrée chez les Mulliers. Et en fait, développer une entreprise, c'était ouvrir des magasins. Parce que le modèle de l'époque avait été éprouvé. Et donc, on allait au Brésil et on ouvrait des magasins, on créait de la croissance et on créait du travail et on créait du progrès, on créait de la perf et tout allait bien. Ça, c'est complètement terminé. C'est terminé depuis quelques années maintenant. Il ne s'agit pas simplement d'amplifier des modèles éprouvés, il faut surfer des vagues en permanence et probablement que la décennie qui s'ouvre est une décennie qui va être très chaotique et très périlleuse pour les organisations. Et dans ce contexte-là, en fait, l'engagement, c'est un peu l'or noir de l'entreprise, particulièrement en Europe, particulièrement en France. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les avantages compétitifs que peuvent avoir d'autres économies. Je vais vous parler de Leroy Merlin pour cette grande introduction, mais Leroy Merlin, en fait, vous connaissez, hein, c'est l'acteur de la maison, c'est une multinationale, ils ont 130 000 salariés partout dans le monde. Et en l'espace de 6 ans, Amazon est devenu leur principal concurrent. Avant Amazon, il y avait des gens comme eux. Il y avait Kingfisher, c'était des énormes structures qui ouvraient des magasins partout sur la planète.
Et en l'espace de 6 mois, en conseil d'administration, nous avons vu émerger un géant qui a rebattu totalement les cartes du jeu. Et du coup, en conseil d'administration, il y a une très grande étude de la situation, un peu militaire d'ailleurs, en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait face à ce défi, face à ce danger. On n'a pas les armes financières, on n'a pas les armes technologiques, on n'a pas les armes réglementaires. Donc on fait quoi quand on est entravé de toutes parts? Et en fait, les dirigeants et la famille Mullier sont arrivés à ce constat. On a une arme, c'est l'arme humaine. Parce que chez nous, on est capable d'engager beaucoup plus qu'aux États-Unis des cohortes d'hommes et de femmes qui vont faire tout ce qui est en leur possible pour faire la différence et qui vont savoir adapter ces stratégies de transformation en fonction des pays, en fonction des implantations, etc. Et donc la stratégie qui a été menée, ça a été de transformer cette entreprise de 130 000 travailleurs en une entreprise de 130 000 leaders en renversant finalement la pyramide de l'entreprise. Je vous donne cet exemple simplement pour vous montrer à quel point l'engagement, quand je vous dis c'est l'or noir des organisations, particulièrement en France, ça n'est pas un effet de manche. Ce sont des discussions dans les conseils d'administration où, puisque l'engagement est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire désagrégé en très mauvais état, je vais vous partager des chiffres, aujourd'hui ça devient un sujet stratégique, c'est un sujet de préoccupation majeure. Et donc, ce que je vais vous partager, ce sont les réflexions, les angoisses, les idées et les pistes de dirigeants et d'administrateurs français pour essayer d'enrayer cette érosion française de l'engagement au travail. Voilà, en 40 minutes. Peut-être un premier élément, j'ai essayé de mettre comme le petit poussé, des petits cailloux blancs pour que vous repériez mon propos, comme je n'ai pas de slide. Le premier, c'est OK, je vous parle d'érosion de l'engagement. Concrètement, on parle de quoi? Donc, j'ai une petite partie chiffres. Le taux d'absentéisme a augmenté de 41% en France entre 2019 et 2023. Vous avez 85% des actifs français qui se déclarent peu ou pas engagés au travail. Donc 7% qui se déclarent pleinement engagés, ce qui positionne la France en dernière position européenne en matière d'engagement. Vous avez 25% des travailleurs français qui avouent pratiquer le présentéisme. Vous pourriez me dire c'est du déclaratif, Emmanuel, et vous auriez raison, mais du coup c'est pire. Ce dont on parle aujourd'hui, hein, c'est bien du rapport subjectif au travail qui du coup se dégrade. Et ce que l'on voit quand on va sur les chiffres de démission ou d'absentéisme, les derniers chiffres jusqu'à 2025 et début 2026, c'est ce qu'on pourrait appeler une chronicisation. C'est-à-dire que les sujets de santé mentale, de détresse psychologique, d'absentéisme long deviennent des sujets récurrents sur des durées de plus en plus longues à l'intérieur de l'entreprise. Donc il y a quelque chose qui est âpre, qui est rugueux, qui est difficile aujourd'hui quand on parle du travail dans les organisations, un sentiment d'usure. Très concrètement, aujourd'hui, cette situation française a un coût économique qui est réel, 14 840 € par an et par salarié, c'est le coût moyen du désengagement et de la non-disponibilité. 120 milliards par an, c'est le coût estimé de l'absentéisme en France. 13 à 24 milliards par an, c'est le coût estimé du présentéisme en France. 8,9 trillions de dollars, c'est le coût mondial du désengagement, ce qui représente 9% du PIB mondial. Donc quand Ibrahima vous disait en introduction que le travail est un sujet politique, ne serait-ce que par ses aspects strictement économiques, il est un sujet politique. Et d'ailleurs, le Premier ministre Lecornu n'a pas parlé de ces économies que nous pourrions faire si, de nouveau, nous pouvions nous émanciper par le travail et donc nous engager pleinement dans le travail. Alors, le bilan des courses au niveau de la France, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une productivité horaire française qui a baissé de 5,2% entre 2019 et 2023. Ça, ce sont des chiffres de la Banque de France. Alors que de 1986 à 2004, nous étions le pays de l'OCDE où la productivité horaire du travail était la plus élevée. Et on parlait alors de miracle français. Évidemment que ces sujets globaux qui touchent le travail et qui touchent le monde économique déclassent d'une certaine manière la France.
Nous étions en 5e position dans le classement des pays ayant le PIB par habitant le plus élevé au monde en 1980. Nous sommes désormais en 26e position. Et donc, il y a une conséquence, un petit peu choc que je vous livre, mais que tout le monde partage aujourd'hui si vous allumez la télé. La France compte de moins en moins parmi les pays riches et cette érosion risque de ne pas s'arrêter aux confins du monde économique. Donc, ce qu'il faut retenir sur le sujet des chiffres, c'est que finalement, cette thématique de l'érosion de l'engagement et de productivité horaire du travail, on peut faire dire aux chiffres ce que l'on veut, mais ce qui est certain, c'est que les indicateurs sont au mieux à l'orange, au pire au rouge, et que c'est un symptôme, le symptôme finalement d'une usure dans le rapport au travail français, et que finalement, ce qui nous a porté jusqu'en 2004, manifestement, ne nous porte plus. Pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps encore, en 2017, vous aviez 62% des Français qui considéraient leur travail comme étant très important, 42% d'entre eux qui s'y accomplissaient fréquemment. En 99, c'était 70% des Français qui s'accomplissaient dans leur travail. Qu'est-ce que ça veut dire quand je vous parle d'un rapport français qui est très spécifique? Et il est important à comprendre ce rapport particulier des Français au travail, parce que c'est ce qui explique cette espèce de V brutale, cette espèce de phénomène boomerang. Dans les pays anglo-saxons, on parle d'un rapport transactionnel. En France et dans les pays latins, mais en France particulièrement, nous avons un rapport émotionnel au travail. Et moi, je l'ai vécu, je l'ai vu et je l'ai entendu pendant 15 ans dans l'intégralité des missions que nous avons faites. Au travail, on va chercher qui on doit devenir, on va chercher qui on est, on va chercher des réponses à nos questions existentielles, on va chercher de l'aide, on va chercher un collectif, on va chercher à devenir au travail, on va chercher de l'espoir, on va chercher de la mobilité sociale pour ses enfants, on va chercher à se dire qu'en fait, ça en vaut la peine de s'engager. Parce que, à minima pour soi, mais encore plus pour sa descendance, on est en train de fabriquer une cathédrale. Ça, ce n'est pas quelque chose que vous entendez outre-Atlantique. En France, vous l'entendez partout, dans l'intégralité des métiers. Et ça, c'est une épice magique qui est absolument extraordinaire. Parce que lorsque les ressorts de l'émancipation par le travail, lorsque la réponse à cette quête existentielle est possible, alors rien n'arrête le travail français. Lorsque la réponse à cette quête existentielle est entravée, l'épice magique devient un poison et on a ces phénomènes de retournement qui a été considérablement aggravé et cranté par la pandémie. Pour terminer sur ce premier petit caillou que je pose devant vous sur les chiffres, il y a une étude qu'on trouve, je crois que c'est une étude de Harvard, qui fait la corrélation entre la performance et la qualité de l'engagement. Les entreprises avec un taux d'engagement élevé sont 22% plus rentables que celles où l'engagement est faible. Cela s'explique par la proportion de 23% du profit généré spécifiquement attribué aux employés qui sont très engagés. 23% du profit généré est spécifiquement attribué aux employés qui sont très engagés. Donc, voilà, résultat des courses, oui, l'engagement, c'est l'or noir des organisations. Et cette érosion de l'engagement que l'on ressent dans toutes les organisations, hein, des startups aux boîtes du CAC 40 en passant par les très grandes entreprises familiales, elle change pour moi le paradigme du rapport au facteur humain dans l'entreprise. On passe de la guerre des talents, où le sujet c'était la bonne compétence au bon moment, à la guerre de l'engagement, où la perle rare, ce sont les hommes et les femmes en capacité de s'engager durablement. Ce n'est pas tout à fait la même guerre à mener. Ça, c'est le premier point que je voulais vous partager. Voilà le tour d'horizon un peu chiffré sur lequel je vais planter le décor d'un argumentaire. Alors, pourquoi cette érosion de l'engagement? C'est multifactoriel et là, je vais essayer de vous mettre dans la tête un plan pour que vous puissiez naviguer dans ma pensée, c'est beaucoup dire, mais en tout cas dans ce que je vais vous exposer, dans mon exposé. Alors, le premier élément, pourquoi on a cette érosion de l'engagement et pourquoi on en parle si peu, parce que la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est la colère d'en entendre parler partout en off
et de ne le voir exprimé nulle part. Ce sont des chiffres qui sont hyper difficiles à récupérer. Et vous avez dans les entreprises, j'ai encore en mémoire une grande banque française qui a des chiffres de productivité individuelle et collective qui sont mesurés et qui plongent depuis la pandémie et qui ne veut pas en parler, même pas au directeur général. C'est un tabou. Alors pourquoi c'est un tabou? Je pense qu'une des premières raisons, c'est que c'est une réalité qui est difficile à expliquer. C'est difficile de poser un diagnostic aisé sur ce sujet. Parce que c'est ultra multifactoriel et qu'en plus, ça dépend beaucoup des entreprises, ça dépend de la sociologie des corps sociaux. Et en France, particulièrement ces dernières années, particulièrement dans la fonction RH, je m'excuse par avance pour ce que je vais dire, mais on aime beaucoup les solutions sur étagère, prêtes à penser. Et donc, plus c'est complexe, moins on est à l'aise avec la difficulté à esquisser un diagnostic. Et en plus, il n'y a pas de solution miracle. Donc, pour toutes ces raisons, les DRH préfèrent encore mettre le sujet sous le tapis. Je pense que Charles-Henri pourra en témoigner. Alors, si on essaye justement de rentrer dans cette complexité d'un rapport au travail qui a considérablement muté, qu'est-ce qu'on peut dire? Le premier élément, c'est qu'aujourd'hui, il y a globalement moins de travail dans la vie des individus et plus de vie dans le travail des individus. Et que ça crée une délicatesse au cœur de l'entreprise. Moins de travail, je vous donne un chiffre. En 2008, 62% des Français souhaitaient gagner plus d'argent et accepter d'avoir moins de temps libre. En 2022, c'est exactement l'inverse. Vous avez 61% des Français qui préfèrent gagner moins d'argent et avoir plus de temps. C'est l'irruption de ce qu'on appelle l'estime dans la sphère managériale. Je recompose ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Et en même temps que finalement la part du travail est moins importante quand je jongle avec toutes les boules de ma vie, il y a la partie familiale, il y a la partie sociale, en fait il y a toutes les balles qu'on veut aujourd'hui. On compose sa vie comme on composait son forfait téléphonique et c'est probablement là d'ailleurs un facteur de progrès social, en même temps que le travail est une des balles et n'est plus le centre absolu de l'existence, on va mettre dans cette balle-là beaucoup d'intimité. Et ça, c'est compliqué en fait à comprendre. Et c'est compliqué pour les managers, c'est compliqué pour les dirigeants, c'est compliqué pour les directeurs des ressources humaines de capturer ce qui se passe. Je vais vous le dire de manière très simple. Pendant la pandémie, le travail s'est invité dans la vie des individus. Personne ne l'avait invité. Pourtant, il a été dans nos chambres à coucher, dans nos couples, dans nos problèmes de parentalité, de chiens, de ce que vous voulez, de santé mentale, de détresse, de solitude, de ce que vous voulez. Au sortir de la pandémie, nous avons invité notre vie au travail en disant le travail s'est invité chez moi. J'ai fait exploser d'une certaine manière les frontières. Il n'y avait plus de masque entre la collaboratrice Emmanuelle et puis Emmanuelle dans sa vie. Tout était imbriqué. Au sortir de la pandémie, les gens sont retournés au travail en étant qui ils étaient. Et ça change tout. Parce que depuis, on a comme sous-jacent managériaux des problématiques intimes qu'il faut prendre en considération pour travailler sur l'engagement. Des problématiques de prostate, d'endométriose, de parentalité, de fertilité, de santé mentale, d'aidance, de délinquance juvénile, qui aujourd'hui sont de manière spontanée mis sur le bureau du manager de proximité comme étant des sous-jacents de l'engagement. Ça, c'est un premier élément qui explique une partie de la délicatesse à capturer ce qui est en train de se passer. Une deuxième partie de ces subtilités, là, je vous fais de la poudre, je vous fais du pointillisme pour que vous voyez tous les éléments qui sont en train de bouger comme des curseurs. Le deuxième, c'est que même dans cette place réduite qu'a le travail aujourd'hui, dans lequel la vie s'est invitée, le travail quand même se vide un peu de son importance. Là aussi, je vous donne des chiffres. Aujourd'hui, vous avez un tiers des Français interrogés qui préféraient rester au chômage plutôt que d'être malheureux dans leur emploi. Près d'un travailleur sur deux qui démissionne si son emploi l'empêche de profiter de sa vie. Et on voit petit à petit que la place du travail, même reléguée dans les différentes boules avec lesquelles on jongle, est mise en ballottage.
Est-ce vraiment si important? Le mot, je pense qu'on a entendu le plus fréquemment ces 3 dernières années, c'est le mot vain. Vain. Il est terrible ce mot en fait. J'ai failli appeler le bouquin « À quoi bon ?» On m'a dit c'est trop négatif. J'ai tourné le truc en positif. Mais on entendait ça tout le temps. C'est vain. C'est vain pour toutes les raisons que je vais vous évoquer. Donc le travail n'est plus au centre de la vie et l'engagement et le travail semblent deux notions qui parfois se croisent, mais parfois et souvent se séparent. Et aujourd'hui, on peut dire je suis engagée dans ma vie associative, par exemple, et au travail, je travaille. Je fais ce qui est attendu de moi de manière relativement stricte. Je mets le travail à distance, d'une certaine manière. Le problème, c'est qu'en même temps qu'il y a cette mise à distance du travail, on parle même de sécurité psychologique vis-à-vis du travail. C'est évocateur comme terminologie. Pour les dirigeants, et probablement pour la première fois, c'est quand même con cet effet ciseau, l'engagement au travail est devenu un enjeu majeur. Quand j'ai commencé à entreprendre, c'était un acquis. Quand j'ai commencé à entreprendre en disant je veux travailler sur l'engagement au cœur du travail parce que cet engagement, il y a quelque chose qui tourne par rond, particulièrement il y a 15 ans au sein des jeunes générations. Je me souviens du patron de la Brec qui m'a dit « Vous êtes une dangereuse terroriste parce que vous êtes en train de questionner quelque chose qui n'est pas questionnable. Quand on travaille, on s'engage. » C'était un acquis, c'était un dû. En fait, on n'en parlait même pas. Et aujourd'hui, pour les dirigeants, évidemment que ce sont deux notions qui sont différentes. Et d'ailleurs, on repère les salariés, on repère les poules dans lesquelles on sait, par exemple, devant les militaires intervient le patron de Nexans qui a conduit une transformation gigantesque. Il explique de manière et décomplexée, très pragmatique, qu'il a sélectionné 35 personnes dans son entreprise pour conduire une transformation titanesque sur 5 ans. Ils sont des dizaines de milliers. Et que ces 35 personnes, il les a choisies sur un critère, la capacité à s'engager coûte que coûte dans la durée, sans faiblir, parce qu'elles avaient Nexans Step au cœur. Donc on a cette espèce de hiatus. Je mets à distance, je mets une boule parmi les autres, je mets beaucoup de ma vie dans cette boule-là, et c'est OK, il n'y a aucun jugement dans ce que je vous partage, c'est factuel, c'est ce que j'entends. Et en même temps, pour les dirigeants, plus que jamais, il faut qu'il y ait une superposition de ces deux notions. Parce que plus que jamais, et particulièrement dans les pays européens, et particulièrement en France, c'est l'avantage compétitif majeur. Il est là, notre trésor. Troisième élément qui peut expliquer cette délicatesse à poser un diagnostic juste, c'est le rapport au management. Alors, tout le monde parle du rapport de l'IGAS que personnellement j'ai trouvé extrêmement décevant. Donc, je vais vous livrer mon analyse du management français. Qui s'est passé pendant la pandémie. Je parle beaucoup de la pandémie parce que c'est comme avec Jésus-Christ, il y a avant et il y a après. Il y a quand même, pendant la pandémie, des choses très concrètement qui ont été posées et sur lesquelles on ne peut pas retourner en arrière. Pendant la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est inédit dans l'histoire des organisations. Et il y a une sorte de délégation de compétences qui a été donnée au management de proximité en leur disant, nous, les patrons, on est en train de réfléchir à comment on va survivre. Nous, les DRH, on est en train de réfléchir à comment mettre en place un kit sanitaire avec du gel hydroalcoolique à tous les étages et des places de parking séparées. Vous, les managers de proximité, vous êtes les gardiens et les dépositaires du lien social dans l'entreprise. Débrouillez-vous. Il faut que ça tienne. C'est ce qui s'est passé. Les managers de proximité, ce sont les managers de la première ligne. C'est ceux qui ont très concrètement des équipes d'opérationnels, de techniciens chez Enedis, de chauffeurs de bus, enfin, voilà. Ces gens-là, ils ont tenu les collectifs. Globalement, à la faveur de la pandémie, on a tiré sur 3 élastiques. L'élastique managérial, l'élastique de la flexibilité, peu importe, il faut que ça tienne, l'élastique salarial. Au sortir de la pandémie, on n'a pas purgé ce qui s'était passé. Moi, c'est un de mes grands étonnements de ces dernières années. C'est-à-dire que pendant 2 ans, les dirigeants se sont dit, quand ça sera fini, on arrêtera le temps au moins pendant 6 mois pour prendre le temps de regarder ce qui s'est passé, prendre du recul et se dire, ça, on a appris ça, ça, on va plus loin, c'est de la modernité sociale, ça, on est allé trop loin, on réajuste, on rectifie. Dans aucune entreprise, ça s'est passé. Dès que c'est reparti un tout petit peu, on est reparti comme en l'an 40,
bon an, mal an, avec des deals, des pactes sociaux qui avaient été déséquilibrés, qui avaient été fracturés sur l'autel des talents clés, du remote, des essentiels, etc., etc., de ceux qui avaient peur, de ceux qui n'avaient pas peur, des jeunes, des vieux qui ont commencé à s'écharper. On a continué comme si de rien n'était et on a laissé sur le bord de la route des managers de proximité qui étaient épuisés de ces 2 années. Depuis, c'est toujours en fait sur leurs épaules, cette responsabilité, parce que la situation n'a pas été purgée, on n'en a pas parlé. La géométrie variable des corps sociaux, on l'a laissée telle qu'elle, on est un petit peu revenu dessus, mais dans très peu d'entreprises, à ma connaissance, il y a eu un grand moment pour arrêter le temps et se dire comment est-ce qu'on refait société, comment est-ce qu'on recrée un pacte collectif, et qui est le dépositaire, le gardien de ce lien du dernier kilomètre, alors qu'on a aujourd'hui des fractures monstrueuses au sein des corps sociaux. L'IA ne fait qu'amplifier ces fractures. Entre ceux qui sont terrorisés, ceux qui font semblant de travailler avec ChatGPT, ceux qui se sentent dépassés par la situation, ceux qui se sentent remplacés, ceux qui se sentent augmentés. On a laissé la situation telle qu'elle est. Donc aujourd'hui, on récupère ça, on récupère 58% des managers français qui sont en stress intense, 42% qui se disent plus engagés que leurs équipes, 25% d'entre eux qui sont constamment épuisés. Et vous avez aujourd'hui moins d'un tiers des managers de proximité qui se déclarent réellement engagés au travail. En fait, ils sont en train de jeter l'éponge. Ils sont en train de jeter l'éponge et forcément, puisque la fonction managériale, c'est une fonction dans laquelle on se projette, c'est une fonction à la fois ingrate et extraordinairement noble, pour laquelle on arrive souvent pas du tout préparé. Logiquement, ça crée une crise d'évocation pour la génération qui arrive. Ça, c'est ce qu'on revoit toujours dans les systèmes militaires. Quand on rate une génération, en termes d'aspiration, on le paye sur la génération d'après. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle un phénomène d'unbossing conscient. 52% des jeunes actifs de la génération Z qui ne souhaitent pas assumer de rôle de manager. 16% d'entre eux qui refusent d'avoir un emploi impliquant des subordonnés directs. Donc là, on est en train de rater finalement un passage de relais fondamental. Parce que je vous rappelle mon hypothèse de départ, ma théorie, c'est que l'engagement, c'est l'or noir des organisations, particulièrement dans la décennie qui advient. Quatrième élément qui vient expliquer la difficulté à poser un diagnostic, l'intensification du travail, sur laquelle Ibrahima travaille énormément. L'intensification, déjà un des premiers critères, ce sont les sujets de santé mentale dans le cadre du travail. Donc là, je vous donne quelques chiffres qui sont franchement hallucinants. En fait, le problème des chiffres, c'est qu'on finit par s'habituer à tout. Donc, je vais essayer de mettre de l'émotion dans ce que je vous partage pour que vous réalisiez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, nous avons 33% des actifs en burn-out. À la fois, ça me met en colère et en même temps, ça fait rire. Parce que pour qui connaît vraiment des gens qui ont fait des burn-out, en fait, on ne se remet pas d'un burn-out. Pour autant, vous avez aujourd'hui 33% des actifs qui se déclarent en burn-out. Trop, c'est trop. Vous avez 12% d'entre eux qui est considéré comme étant en burn-out sévère. Vous avez 53% des Français qui disent être en état de souffrance psychique, avoir été en état de souffrance psychique au cours de ces 12 derniers mois. Vous avez 48% des salariés, dont 17% de manière très élevée, qui attribuent leur mal-être intense au travail et en premier lieu à la direction générale. Et donc, vous avez ce que je vous partageais tout à l'heure en introduction, des arrêts maladie qui explosent. 27% des salariés ont eu recours en 2023. Il y a une explosion des arrêts maladie longs. C'est ça la chronicisation dont je vous parlais tout à l'heure. À 20%, ces arrêts maladie sont pour récupérer psychologiquement d'un travail trop intense. À 17% pour démotivation. Quoi qu'on pense de ces chiffres, ils sont révélateurs de quelque chose, c'est qu'il y a une massification du trouble du travail. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Et quand on est en déclaration, en déclarative sur ce niveau, manifestement, il y a un sujet. Alors moi, j'entends les dirigeants qui me disent c'est pas dans mon entreprise, parce que c'est jamais dans aucune entreprise en fait, cette réalité. Le problème, c'est que derrière toutes les stats que je vous donne, il y a des dizaines de milliers de salariés qui sont sondés.
tous secteurs d'activité confondus. Et que quand on fait un travail comme celui d'Ibrahima ou le mien, c'est-à-dire d'aller interroger au plus près du terrain les hommes et les femmes, en fait, on les retrouve, ces chiffres. On les retrouve très rapidement. Donc cette détresse, elle est latente, elle est sourde, les chiffres sont hallucinants et elle est accélérée, elle est amplifiée par le sujet de l'IA dont je vous ai parlé, qui crée des angoisses. Aujourd'hui, vous avez 40% des Français qui redoutent les conséquences négatives de l'IA, même si elles ne sont pas arrivées dans leur travail, dans leurs équipes, au cœur de leur métier. Et qui finalement ont la crainte d'être ceux qui vont être non pas augmentés, mais remplacés. Ça, c'est pour vous faire la big picture de ce rapport au travail complexe à saisir, avec lequel et les managers, et les dirigeants, et les DRH sont en délicatesse. Il me manque plein d'éléments pour être juste sur ce qu'on observe. Mais à minima, quand vous vous interrogez, vous vous intéressez au travail et aux managers, vous avez ce que je suis en train de vous partager. À cela, il faut ajouter, pour avoir un diagnostic exhaustif, le sujet de la donne économique du travail, qui est un élément absolument fondamental. L'érosion de l'engagement, ce n'est pas simplement un rapport au travail qui a changé, qui a vrillé. C'est aussi le fait que le travail, d'un point de vue strictement économique, ne tient plus ses promesses, ne tient pas les promesses qu'il a pu tenir par le passé. Dans un monde où le progrès n'est plus infini, il va falloir inventer un nouveau moteur, puisque manifestement, la promesse d'émancipation économique et matérielle par le travail devient de plus en plus difficile à tenir. Je vous donne 3 ingrédients pour le comprendre. Le premier, c'est que le travail ne permet plus d'améliorer significativement ses conditions de vie sur une durée de vie acceptable. Ça, ce sont les chiffres d'Antoine Fouché. Il faut plus de 80 ans pour espérer vivre 2 fois mieux grâce à son travail. Entre 1950 et 1970, il fallait 15 ans. 80 ans, c'est plus que la durée du travail sur une vie. Donc, on va augmenter sa qualité de vie par 1,6, 1,7. Deuxième élément, il ne permet plus de s'extraire de sa condition sociale pour soi et ses enfants. Au Danemark, il faut 2 générations pour passer de la classe la plus modeste à la classe moyenne. En France, il faut 6 générations. Troisième élément, et c'est important, par sa taxation la plus lourde d'Europe, il vide de sa valeur intrinsèque le sujet du travail. Et ça n'est pas polémique que de le dire. C'est un grand absent quand même des discussions qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais il faut noter que c'est le travail qui, de toutes les sources de rémunération, est le plus taxé à l'heure actuelle. Quand vous gagnez 100 en investissant, vous gardez 70. Quand vous gagnez 100 avec une pension de retraite, vous gardez 86. Quand vous gagnez 100 en héritant, vous gardez 94. Et quand vous gagnez 100 en travaillant, vous gardez 54. Et alors ça, je peux vous dire que c'est très, très, très important dans les sujets de désengagement. Je reviens d'une mission pour Bonduelle sur les petits pois. Dans les usines, c'est le sujet majeur. Parce que les gens s'en foutent complètement de combien coûte le travail aux dirigeants et à l'entreprise. Pourtant, pour le dirigeant, la réalité, c'est que le gars qui va chercher ces petits pois lui coûte 5 000 €. Donc, il considère que c'est la valeur de ce travail. Pour celui qui va cueillir les petits pois, il regarde ce qu'il y a à la fin de sa fiche de paye. Le reste n'a aucune importance. Ce décalage entre le net et le brut chargé, c'est ce qui fait l'incompréhension totale entre les dirigeants et les salariés. Et c'est ce qui vide aussi le travail de sa valeur intrinsèque. Parce que pour un salarié, la valeur qu'il a, la valeur que l'on donne à son travail, c'est le net. Ce décalage devient de plus en plus difficile à tenir. Parce qu'il y a probablement là des marges pour repermettre au travail d'avoir une dimension émancipatrice, à minima d'un point de vue matériel. Donc, en conclusion sur cette deuxième partie, sur la donne économique du travail, l'épidémie de flemme, c'est le titre du livre d'Olivier Babot. Je pense que c'est plutôt en fait non pas une épidémie de flemme, mais un rapport très pragmatique au travail, avec la mise en place de mécanismes de
compensation au niveau de l'individu. Et moi, j'ai entendu en fait des témoignages de cadres notamment me dire je n'en ai pas pour mon engagement aujourd'hui. Par conséquent, je vais prendre des demi-journées sans le dire. Où je suis au travail, où je suis chez moi ou au bureau et où je ne travaille pas. Je vais compenser, je vais réajuster pour en avoir pour mon engagement. Ce mécanisme de compensation, il marche dans les deux sens. Là, je vous livre quelque chose sans vous dire l'entreprise parce que je n'en ai pas le droit, mais dans un conseil d'administration au mois de décembre, où on chapeaute une activité de crèche, on observe avec les administrateurs l'effondrement de l'activité crèche. Et là, on apprend qu'une très grande entreprise française a supprimé tous ses berceaux. Vous savez, les entreprises, elles préemptent des berceaux pour leurs salariés. Donc on dit, c'est bizarre ça quand même, il y a la chute de la natalité, la crise de l'engagement, qu'est-ce qu'ils foutent avec les berceaux? Et en fait, l'entreprise a expliqué au PDG qu'il avait une baisse de productivité sur ses effectifs qui a été mesurée entre 40 et 50%, que par conséquent, il a fait appel à des intérimaires pour pouvoir compenser le manque à gagner. Et que d'une certaine manière, il a fait sa propre compensation. Et alors là, on est dans un espèce de cercle vicieux qui est catastrophique, des deux côtés. Des deux côtés. Troisième élément, pour comprendre ce pointillisme de l'érosion de l'engagement, donc je vous rappelle, je vous ai partagé plein d'éléments pour essayer d'esquisser l'évolution, la mutation plutôt, du rapport au travail, dans le rapport des individus. Je vous ai parlé de l'équation économique du travail, qui est pour moi la mère de toutes les batailles. Je vous parle maintenant du fait que le travail, ça reste un des sanctuaires, un des repères dans la société française, c'est aussi le réceptacle d'un certain nombre de névroses dans la société et qui se catapulte, qui se concentre dans le travail. C'est un lieu d'expression de nos détresses et de nos angoisses existentielles. Quand je vous disais, il y a une chaire du Collège de France qui s'appelle « Entre la fin du mois et la fin du monde », très concrètement dans l'entreprise aujourd'hui, le travail est coincé entre la fin du mois et la fin du monde. Il ne permet pas de vivre dignement par le travail à cause des problématiques économiques, et il entrave la projection et l'engagement parce que la perspective d'une fin du monde où on ne sait pas où est-ce qu'on va mettre le progrès, quelle définition on va lui donner, et comment on va pouvoir donner des nouveaux moteurs à cette promesse d'émancipation, fait que finalement les efforts d'aujourd'hui sont vains. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup auprès des jeunes générations. Le travail, c'est aussi le lieu de réceptacle de mutation sociologique profonde, et notamment le passage de la sécurité physique, qui a été un grand sujet dans le monde de l'entreprise, à la sécurité psychologique, la capacité à se sentir bien quand on donne ses opinions, à aujourd'hui la sécurité émotionnelle, c'est-à-dire le droit à ne pas être heurté dans ce que l'on pense par qui que ce soit, également au travail. Le travail, il récupère aussi ces mutations qui le dépassent. Il récupère une société qui est en train d'évoluer. Il récupère, autre mutation sociologique, l'individualisation extrêmement forte de notre société, qui met à mal là le pacte social collectif de l'entreprise. Alors, le pacte social collectif de l'entreprise n'avait pas besoin de ça, parce que globalement, pendant la pandémie, un paquet d'entreprises ont flingué leur pacte collectif, en disant la fin justifie les moyens. Pour essayer de garder les gens qu'on doit absolument garder, on va faire de l'inflation salariale, on va donner des avantages à certains, tant pis pour les autres. Je pense notamment aux agences bancaires, il y a eu des trucs complètement fous. Le problème, c'est que l'époque, elle convoque aussi ça. L'époque, elle apporte dans l'entreprise des salariés qui attendent d'avoir une gestion totalement individualisée de leur cas. Je ne parle pas d'individualisme, je parle d'une expression et d'une attente d'individualisation totale. Sauf qu'une société, c'est une compagnie, c'est compagnie se partager le pain. C'est un lieu au sein duquel, si on n'a pas un minimum de commun et de collectif, en réalité, il n'y a pas de société. On ne fait pas société. C'est une agglomération d'individus. Et ça aussi, en fait, ça entrave la qualité de l'engagement dans l'entreprise. Troisième élément, très important, et là j'aurais terminé le panorama pointilliste de tout ce qui pourrait expliquer, à mon sens, mais j'oublie probablement des choses, cette érosion de l'engagement, c'est la médiocrité politique ambiante qui, globalement, depuis plus de 15 ans, a confisqué le travail pour en faire une arme populaire. Alors c'est sûr que c'est très sexy parce que comme ça, vous pouvez
dans une case. Soit vous êtes un bourreau, comme moi, soit vous êtes une victime, si vous êtes un salarié. Le problème, c'est que, en fait, avec ce genre d'approche qui réduisent le travail à l'insoutenabilité et la pénibilité, et qui réduisent les travailleurs à des victimes par destination, forcément exploitées par quelqu'un. En fait, on a cassé les discours sur le travail. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le beau travail engageant n'existe plus beaucoup parce que les discours sur le beau travail qui donnent envie d'y croire n'existent pas du tout. Ce qui est complètement dingue à la toute petite échelle de mon expérience, c'est qu'en disant exactement la même chose il y a 15 ans, j'étais post-moderne. C'est ce que disait Machiavelli. Emmanuel est post-moderne. Maintenant, je suis réac. Mais ça dit tout, en fait, de l'époque. C'est-à-dire assumer le fait que le travail est important dans ma vie et qu'il me semble fondamental de ne pas subir ou consentir à travailler 40 ans de sa vie, 8 heures par jour. Aujourd'hui, en France, c'est être réac. Alors que moi, j'ai été élevée par des immigrés italiens qui m'ont expliqué que le travail, c'était devenir quelque chose, quelqu'un, être libre, devenir une femme fantasque qui fait sa vie comme elle veut et qui dépend de personne. C'est comme ça que j'ai été élevée. Donc moi, je trouve ça génial. J'ai la même chose à mes 4 petites filles. Mais je vous assure que quand je fais des confs, quand je fais des vidéos, des machins, des trucs, il y a toujours des commentaires, je pense qu'Ibrahima peut en attester, de gens qui disent « mais c'est quoi cette dangereuse réactionnaire d'extrême droite ?» Elle est forcément une vilaine dominatrice qui exploite. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a 4 ans, nous avons monté un observatoire de la jeune génération européen qui a été dirigé par Jasmine Manet et qui a réalisé 15 études auprès de la jeune génération avec un prisme européen. C'est un institut, c'est une ONG qui a été financée par 15 entreprises. Et pendant 4 ans, toutes les études se sont ressemblées. C'est-à-dire que nous avons identifié dans la jeune génération, avant même qu'elle rentre dans le monde du travail, cette posture. Ils sont rentrés dans le monde du travail en se disant qu'ils devaient s'en protéger du monde du travail, qu'ils devaient être très, très vigilants à ne pas se faire avoir, qu'il fallait faire très, très attention à ne pas perdre sa vie, à la gagner, que l'essentiel était ailleurs, que tout était histoire de lutte des classes et de lutte courte. La réalité que je partage, enfin, en tout cas ma réalité à moi, c'est qu'à l'échelle individuelle, quels que soient les sujets collectifs qu'on peut comprendre et qui existent dans certaines entreprises, même si c'est loin d'être la majorité, à l'échelle individuelle, on ne peut pas daignement accepter ou se résigner à subir 40 ans sa vie au travail. Et à fabriquer, quand on a la chance d'avoir des enfants, des générations qui vont vivre exactement le même rapport au travail. Alors du coup, on fait quoi, une fois que je vous ai partagé tout ça? Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai évidemment pas de baguette magique, mais j'ai des pistes qui sont issues, comme tout ce que je viens de vous partager, d'une observation du terrain et puis de quelques convictions chevillées au corps. La première piste qui va plaire à Ibrahima, c'est qu'il faut affronter le réel. Et affronter le réel, pour moi, ça veut dire 3 choses. La première chose, c'est qu'il faut accepter que l'engagement d'hier ne reviendra pas. Et ça, je vous assure que quand vous accompagnez des dirigeants d'entreprise, avaler ça, c'est super difficile. Vous avez des business models qui reposent entièrement sur un engagement absolu pendant 20 ou 30 ans de votre vie. Je pense au cabinet d'avocats, je pense au M&A, je pense au conseil en strat notamment, où vous avez des gens qui font du 7h, 2h du matin pendant 15 ans pour devenir partenaire et devenir millionnaire. Et le modèle de performance repose sur un engagement total. Et bien même dans ces entreprises, en fait, on observe moins l'érosion de l'engagement d'une certaine manière que le rapport très substantiel du rapport au travail. Et le fait que les super talents aujourd'hui qu'ils ont identifiés ne sont plus du tout des gens qui s'inscrivent dans ce pacte et dans ce deal. Et que donc le fait d'avoir une moindre quantité d'engagement va nécessairement avoir un impact sur la performance de l'entreprise. Est-ce que c'est grave? J'en sais rien. Je ne crois pas. Je pense que simplement l'accepter, sans rêver quand on est un dirigeant qui a sacrifié 40 ans de sa vie pour sa boîte.
que ça soit le modèle de demain, parce que ça ne sera pas le modèle de demain à l'échelle. Ça, c'est sûr et certain. Déjà l'accepter, c'est accepter le réel, sans signer pour tout en bas de la page. Hein. Il y a un paquet de sujets et un paquet de combats qu'il faut mener. Parce que la situation, elle est inacceptable. La copie, elle n'est pas belle. Et ce n'est pas possible de laisser le travail français dans cet état-là. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, du retour d'un engagement sublimé, j'ai fait mission pour des pâtissiers et des cuisiniers dans la haute gastronomie, que des étoilés. C'est un énorme sujet. Ça devient un sujet de business model. Parce qu'en fait, eux, ils ont été formés dans un monde où, dans les brigades, on travaillait 90 heures par semaine. Ils ont été formés comme ça, ils se sont formés comme ça. Et ils attendent ça. Et ils n'ont plus ça. Et il y avait 7 services. Et maintenant, le maximum, c'est 3, 4. Donc, soit, en fait, le restaurant, il est fermé la moitié de la semaine, soit on a 2 brigades. Et du coup, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, le modèle économique, il est percuté de plein fouet. La gastronomie française est percutée de plein fouet par l'érosion de l'engagement. Et elle doit trouver des nouveaux business models. Elle doit être innovante sur ce sujet. Affronter le réel, c'est aussi s'intéresser au cœur du sujet, c'est-à-dire le travail tel qu'il se fait véritablement. Et là, je ne vais pas vous faire une conf sur le cœur d'expertise d'Ibrahima. Ce que je peux simplement vous partager, c'est que ce qu'il dit est vrai. Parce que moi, j'ai vu tant d'entreprises s'intéresser aux à côté du travail, investir la parentalité, les danses, la santé mentale, l'apparence physique, une espèce d'embolie de dispositifs RH parfois un peu ridicule, pour ne surtout pas regarder le travail tel qu'il se fait pour de vrai. Dans les call centers, dans les sièges, dans les magasins, sur le terrain. Et que là, je pense que la situation exige des diagnostics, comme on n'en a pas fait depuis très longtemps, ce qu'on appelle dans la marine nationale un management par les pieds. Aller mettre les pieds là où ça se fait pour identifier le travail tel qu'il se délivre, là où il est empêché, là où il peut être sublimé, là où on peut recréer de la liberté, là où on peut créer de l'émancipation. Troisième élément de cette capacité à affronter le réel, c'est être sobre et se taire. Avant la pandémie, on a assisté à une embolie communicationnelle complètement lunaire dans les entreprises, où c'était l'âge d'or de la raison d'être. Moi, je suis extrêmement critique sur ce genre de sujet parce que j'ai assisté à des scènes hallucinantes qui n'avaient plus aucun rapport avec le cœur de métier de l'entreprise, avec la réalité de l'activité des gens. N'importe quoi. Mais où j'avais l'impression d'être la seule spectatrice à trouver ça hallucinant, complètement débile. Et tout le monde était « Oh non, on ne vend pas du pétrole, on révolutionne la ville avec des paillettes. » Le problème de ça, c'est que ça a créé un décalage énorme en fait, entre le langage de l'entreprise et la réalité du terrain. En fait, il y a une crise du langage dans le monde de l'entreprise. On a trop parlé et on a mal parlé. Ça correspond aussi à des périodes de temps de paix pour le business dans lesquelles nous ne sommes plus. Donc, en temps de paix, on a le temps de faire l'harmonica sur sa raison d'être. Hein. On a le temps de payer très, très cher des consultants en communication qui passent 4 heures sur 2 mots. On a le temps. Dans la guerre douce dans laquelle nous sommes entrés, on n'a plus du tout le temps. Et le sujet de l'engagement est bien trop grave, en fait, pour apposer des mots qui ne sont pas justes sur cette thématique. Dans l'armée, on parle de la politesse de l'honnêteté. Ça veut dire que quand on n'a rien à dire, on se tait. Voilà. Donc moi, je crois que l'époque, elle exige ça, d'être sobre et de se taire. Je vais paraphraser Ibrahima, le sens n'est jamais dans les mots, il est dans l'activité. Ou encore plutôt les muliers qui rabâchent en permanence le fait que le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit, et que par conséquent, avant même de songer à communiquer, il faut pouvoir mesurer les preuves de ce qu'on a mis en place. Donc on est quand même très très loin de la séquence de communication compte tenu de la situation du facteur humain que je vous ai partagé. Le deuxième élément, c'est que je crois qu'il faut, après avoir affronté le réel, avoir l'audace d'un management d'excellence. Ça fait 15 ans que, et probablement avant même que je travaille, que le management est considéré comme une fonction pauvre dans le monde de l'entreprise, puisque vous avez le droit de torturer des gens après 15 ans de bons et loyaux services dans un poste d'expertise, la plupart du temps sans formation, ou avec un peu de coaching, comment on dit, du blending ludique, voilà. Sauf que aujourd'hui, les jardiniers de l'engagement, qui sont probablement la population la plus importante de l'entreprise. En fait, les talents clés, ce sont eux.
aujourd'hui, compte tenu de la situation. Il faut que ce soit des gens qui ont choisi de manager, qui sont formés, qui sont évalués, et peut-être même dont la fonction est sacralisée. En tout cas, Christopher Guérin, quand il a témoigné du succès de sa transformation gigantesque, est revenu sur cette population, en disant qu'elle a été vitale dans le fait de maintenir les efforts, la transformation, le capital engagement d'entreprise. Je pense aussi qu'il faut renouer avec un management à la française, mais ça, je laisserai Ibrahima le détailler, puisque la France a eu un âge d'or, un peu sublimé, certes, mais quand même, il y a un moment où la France, elle parlait à voix haute sur tous les sujets, mais aussi sur le sujet du management, et où nous faisions école dans notre capacité à développer un management moderne, subsidiaire, inspirant. Aujourd'hui, on a du mal, en fait, à rêver grand pour le management. Troisième élément, une des bribes, une idée de comment est-ce qu'on pourrait enrayer cette érosion de l'engagement, réaffirmer le commun et reprendre le lead du pacte social. Christopher, encore lui, c'est un de ceux avec qui je travaille beaucoup en ce moment, donc excusez-moi de beaucoup le citer, mais il parle de l'entreprise comme refuge de l'élan. Et je trouve que c'est un très beau terme, parce qu'aujourd'hui, le défi pour les entreprises, c'est de comprendre qu'il faut reprendre d'une certaine manière le leadership de la situation, plutôt que d'être atterré et de ne pas poser ni de diagnostic, ni de mots, ni de chiffres, rien du tout. Il faut reprendre le leadership de la situation et se poser la question du commun. Le commun, ce n'est pas l'agrégation des individus. Le commun, ce n'est même pas le commun avant la pandémie. C'est un nouveau commun. Chez Octo, qui est une boîte qui a été rachetée par Accenture, ils faisaient tous les 3 ans un book qui s'appelait « Partageons ce qui nous départage ». C'était leur commun. Ce qu'on n'a pas en commun, c'est ce sur quoi on va bosser ensemble. Un bouquin absolument extraordinaire. Là, je crois qu'il y a une fenêtre de tir pour un exercice de leadership de l'entreprise sur ce sujet qui est absolument indispensable. L'entreprise, elle doit revenir cette maison dans laquelle on peut faire équipage, dans laquelle finalement on accepte une proposition de valeur. On accepte une proposition de valeur. Et si elle ne nous convient pas, on a le droit de dire que ce n'est pas pour nous. Et ça, c'est super compliqué parce que ce n'est pas du tout l'approche des entreprises depuis quelques années. C'est une approche où on essaye d'attirer le chaland. Peut-être qu'il faut exactement renverser la vapeur en disant, nous, la famille Bouygues, voilà ce en quoi on croit pour le travail, pas simplement pour les 2 prochaines années, mais pour les 100 prochaines années. Et donc, si tu nous rejoins, et si tu veux t'engager pour 2 ans, pour 5 ans, pour 10 ans, peu importe, voilà la vision du travail, la vision de l'engagement dans laquelle tu dois t'inscrire. Moi, je crois que ça, c'est particulièrement engageant, au contraire, plutôt que repoussant. 4e élément, j'ai presque terminé, Ibrahima. Une des réponses, parce que je suis une fervente défenseuse du leadership comme Charles-Henri, c'est que je crois qu'il nous faut un leadership d'exception pour régler tous les sujets qu'on a à régler. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Mais l'érosion de l'engagement est un défi complexe et il nous faut des hommes et des femmes exceptionnels. Alors ça pourrait être extrêmement polémique. Dans la série Emmanuel est une réac, celle-là est très forte aussi. C'est que je crois au leadership et que je pense que l'époque convoque des hommes et des femmes extraordinaires. Et je crois que nous allons en avoir la démonstration dans la décennie qui s'ouvre, dans laquelle on n'est plus dans la permacrise, on va rentrer dans une décennie de chaos, dans l'obscurité, où il va falloir non pas prédire l'avenir, mais le choisir sur l'autel de ses convictions. On ne sera pas sûr d'être sur le bon chemin, il va falloir tenir la rampe, ça va alors savoir renoncer. Et dans ce contexte-là, en fait, l'art de diriger sera un art de décider et de transformer sous haute contrainte. Et moi, je crois que c'est un exercice pour lequel le corps de leader français actuel n'est absolument pas préparé et qui va convoquer des animaux d'une autre espèce. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme ingrédient de cette nouvelle espèce qu'il faut faire germer, hein, Charles-Henri, tout le monde compte beaucoup sur toi sur ce sujet. Le premier élément, c'est que je crois qu'il faut des hommes et des femmes qui pensent à la première personne et qui ne se cachent pas derrière un « nous » qui finalement tiédit et en réalité déresponsabilise. Parce que quand on doit prendre des décisions qui sont des décisions extrêmement engageantes,
par rapport à la phase qui s'ouvre pour le monde économique et le monde tout court, il faut pouvoir assumer à la première personne les décisions qui sont prises. On ne les prend jamais seuls, jamais. Ce n'est pas du tout mon point. Hein. Mais se noyer dans un espèce de truc collectif, faussement collaboratif, parce que ça l'est quand même très souvent quand c'est à très haut niveau, en réalité, c'est un alibi pour ne pas prendre de décision. Deuxième élément, je pense qu'il faudra convoquer un peu de Victor Hugo dans le texte pour avoir une posture d'opiniâtreté. On a beaucoup parlé de résilience. Moi, je pense que c'est l'opiniâtreté qui va être un sujet majeur dans les années à venir. Dans Les Travailleurs de la mer, qu'est-ce qu'il dit, Victor? Il dit que les opiniâtres sont les sublimes, qui n'est que brave n'a qu'un accès, qui n'est que vaillant n'a qu'un tempérament, qui n'est que courageux n'a qu'une vertu. L'obstiné dans le vrai, à la grandeur. Presque tout le secret des grands cœurs est dans ce mot, perseverando, ce qui plaît évidemment à la napolitaine que je suis. La persévérance est au courage, ce que la roue est au levier, c'est le renouvellement perpétuel du point d'appui. Dit en des termes militaires un peu plus triviaux, tenir n'est pas durer. Et là, on va avoir besoin de gens qui durent, et qui durent dans leur cuir, et qui durent dans leurs convictions, qui durent dans leur éthique. Pierre Réverdier avait cette définition, l'éthique, c'est l'esthétique du dedans. Ça veut dire qu'ils sont alignés sur la mission et qu'ils sont capables de la mener à bien, quoi qu'il leur en coûte. Troisième ingrédient, je crois, de l'humour, parce que plus c'est le chaos et plus il faut avoir la capacité à s'extraire de temps à autre pour redonner du sens au quotidien, pour savoir capturer des petits moments, de l'instantanéité et créer ce rôle d'animation en fait, qui n'est pas le rôle du Chief Happiness Officer, hein, qui est un rôle fondamental de leadership. Fondamental de leadership. Si la personne en face de vous, elle vous promet pas d'aller chercher la lune avec des ailes sur le dos en vous faisant rire, personne ne va la suivre dans le merdier qui s'ouvre. Personne. Quatrième ingrédient, maîtriser la grammaire du temps. Ce qu'on dit beaucoup chez les militaires, c'est qu'il faut planifier à très long terme pour être en capacité d'intuiter à très court terme. C'est ça, maîtriser la grammaire du temps. Planifier à très long terme. Alors déjà, en 15 ans, je n'ai jamais vu d'exercice de planification stratégique dans le monde civil comme on en fait dans le monde militaire. Pour pouvoir intuiter à très court terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les plans sont faux, mais les plans sont utiles parce qu'ils entraînent l'esprit, ils entraînent les organisations, ils entraînent la culture, et ça permet à l'instant, dans des espèces de pivots très très rapides, d'intervenir. Je ne crois pas, Charles-Henri, ça m'intéressera d'avoir ton avis, qu'on ait façonné des leaders qui écoutent leur instinct sur du très court terme pour de vrais pivots stratégiques. Et puis, dernier point sur ces différents ingrédients d'un leadership de demain, d'un leadership opiniâtre, être un artisan du langage. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la politesse de l'honnêteté chez militaires. Moi, je crois que la bataille des mots, c'est une bataille fondamentale à mener. Donc, c'est pour ça que je suis devant vous ce soir. C'est pour ça que c'est pas grave qu'on me traite de réac ou de quoi que ce soit, ou de vilain entrepreneur. J'assume et je continuerai à dire que le travail il est fondamental dans la vie et qu'il mérite beaucoup d'ambition, beaucoup d'audace, beaucoup de valeur, beaucoup d'attention pour être de nouveau une promesse pour les Français. Voilà ce que je voulais vous partager.